Né à Szczecin, sur les rives de l'Oder au nord-ouest de ce qui est maintenant la Pologne, en août 1901, SS Oberstgruppenführer Hans Kammler était, selon les récits contemporains, l'un des hiérarques les plus impitoyables et ingénieux du régime nazi. Kammler a déclenché sa passion pour l'armée en 1919, quand il s'est volontairement enrôlé dans l'armée allemande et a commencé à servir dans le Freikorps Rossbach, l'une des nombreuses troupes de fortune qui, après la Première Guerre mondiale, a commencé à intégrer d'anciens vétérans de la Reichswehr. La même année, il a commencé à étudier l'ingénierie à Munich et à Danzig, obtenant son doctorat à la fin de 1932. Juste un an plus tôt, à l'automne 1931, après avoir contribué à la lutte contre les blocs communistes pour le contrôle de la République de Weimar de plus en plus instable, Kammler a décidé de rejoindre le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Une fois dans les rangs du parti nazi, il a développé une course fulgurante au pouvoir. À l'hiver 1933, Kammler faisait déjà partie de la SS. Au début des années 1940, immédiatement après avoir été affecté au SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, Kammler est devenu un collaborateur d'Oswald Pohl, l'administrateur en chef des camps de concentration nazis. De son nouveau poste, Kammler a suggéré une nouvelle solution terrifiante au problème de la surpopulation dans les camps: la construction d'énormes bâtiments de crématorium. Le 26 septembre 1941, quelques jours après l'annonce du plan conçu pour Majdanek, Kammler ordonna la construction du plus grand centre d'extermination jamais vu à Auschwitz, à environ 43 km à l'ouest de Cracovie, où environ 1 300 000 personnes seraient envoyées. Sa construction a pris plus de temps que prévu, et le 19 décembre 1941, Kammler a dû contacter Himmler pour le mettre au jour sur la situation. La lenteur des progrès, à la fois à Auschwitz et à Majdanek, était due, selon lui, à de basses températures, à un manque de matériaux et à une main-d'œuvre insuffisante. Pour accélérer le processus, Kammler, en tant que membre de la WWHA, a été intimement impliqué dans tous les grands projets de construction liés au camp de la mort. Enfin, à la fin de mars 1942, la déportation massive des Juifs vers Majdanek et Auschwitz a commencé. En août 1943, après que la Royal Air Force a bombardé avec succès le complexe de production de fusées à Peenemünde par le biais de ce qu'on appelle l'opération Hydra, le ministre de l'Armement et de la Production de guerre du Reich, Albert Speer, a recommandé la poursuite de la production d'armes clandestinement. Hitler accepta immédiatement Speer, et tous deux décidèrent que les SS, avec leur vaste réserve de main-d'œuvre, étaient les mieux placés pour mener à bien la tâche. Kammler a été choisi pour superviser le projet. Il a rapidement pris sur lui de déplacer toute la production dans des cachettes souterraines, formant le complexe Mittelwerk, camouflé dans le camp de concentration de Mittelbau-Dora, et supervisant la construction d'autres installations à Jonastal, Karkonos et Ebensee. On estime que sur les 20 000 personnes qui sont mortes à Mittelbau-Dora, environ 10 000 l'ont fait en raison des conditions de travail inhumaines imposées par Kammler dans le développement de missiles. Speer en vint même à le craindre et le plaça parmi les hommes de main les plus cruels et les plus impitoyables d'Himmler. À la fin de la guerre, la vaste hiérarchie du Troisième Reich avait déjà commencé à s'effondrer et le pouvoir était concentré dans moins d'individus. En mars 1944, Himmler convainc Hitler de placer le projet V2 directement sous le contrôle des SS. Le 8 août, Kammler prend le commandement du projet, en remplacement de Walter Dornberger. Au début de l'année suivante, Hitler a nommé Kammler à la tête de tous les projets de missiles, mais en raison d'un manque de fournitures, le programme arrivait déjà à sa fin à ce moment-là. En mars 1945, Hitler a dépouillé Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe, de ses pouvoirs sur la maintenance et l'approvisionnement des avions, transférant ses fonctions à Kammler. Cela a culminé avec la nomination de Kammler en tant que plénipotentiaire général du Führer au début d'avril. Ainsi, Kammler a consolidé sa place comme l'un des hiérarques nazis les plus importants, tandis que le régime s'effondrait autour de lui. Face à l'avance incessante des forces alliées en Allemagne, Kammler commença à se déplacer d'un endroit à un autre, essayant de ne pas abandonner ses projets et fuyant non seulement les soldats alliés, mais aussi ses supérieurs, auxquels il désobéit de plus en plus. Au cours de son évasion,
Kammler est devenu encore plus paranoïaque et impitoyable. À la fin de mars 1945, au milieu de l'évacuation des missiles V2, il a ordonné l'exécution de plus de 200 travailleurs avec leurs familles, après que leur voiture a été arrêtée sur une route du Sauerland, dans ce qui allait devenir connu comme le massacre de la forêt d'Arnsberg. Le 1er avril, les forces sous son commandement ont été appelées à rejoindre l'infanterie allemande, et Kammler a ordonné l'évacuation de centaines d'ingénieurs et de scientifiques vers la forteresse alpine nazie. Comme le dernier missile V2 avait été lancé à la fin du mois de mars, le 5 avril, l'Oberkommando der Wehrmacht chargea Kammler de la défense de la région de Nordhausen. Cependant, Kammler a désobéi à l'ordre, et ses mouvements, par la suite, sont devenus extrêmement insaisissables à la postérité. Attaché à la cause nazie dans l'âme, Kammler ne voyait aucune contradiction entre les notions de sang et de sol d'Hitler et les méthodes scientifiques et technologiques modernes qu'il avait étudiées et apprises pendant sa jeunesse. Leur but, au contraire, était de mettre ces méthodes à la disposition des nazis, croyant que le national-socialisme était une sorte de catalyseur nécessaire au développement de la modernité. Pour Kammler, les concepts modernes de la science et de la technologie et les idées associées à la suprématie allemande ont finalement été étroitement liés. Dans la figure de Kammler, la concurrence technologique et le fanatisme nazi coexistaient en parfaite harmonie. The Shadow of Chaos, The Mysterious Last Days of Hans Kammler. Les derniers jours de la vie de Hans Kammler sont extrêmement déroutants et parfois contradictoires. Selon les rapports, principalement compilés par les forces britanniques et américaines, Kammler a réussi à survivre aux attaques de la Royal Air Force dans la région de Nordhausen, a conduit avec ce qui restait de son équipement en lieu sûr et est arrivé à Munich le 13e avril pour rencontrer Speer. Après la réunion, Kammler s'est caché dans le palais de Linderhof, situé dans une vallée près du village d'Oberammergau, où se trouvait la 262e usine d'avions Messerschmitt, près d'une vaste cachette souterraine SS, où l'on pense qu'il a peut-être caché, ou peut-être détruit, des centaines de documents classifiés contenant des informations précieuses sur les développements technologiques du régime nazi. À la fin d'avril, il s'est rendu à Avon, en Autriche, près d'un camp de concentration derrière lequel se trouvait une installation souterraine de stockage d'armes. Selon certains témoignages, Kammler pourrait également avoir séjourné à la Villa Mendelssohn à Ebensee, le site de l'un des projets qui lui a été assigné, et a ordonné le transfert immédiat du bureau d'Ebensee à Prague. Au début du mois de mai, après que Hitler se soit suicidé dans le Führerbunker et que son corps ait été brûlé dans le jardin de la chancellerie du Reich, et quelques jours seulement avant la reddition finale du régime, Kammler s'est rendu à la capitale de la Tchécoslovaquie, qui était toujours sous contrôle allemand. Cependant, lui et son chauffeur, Kurt Pröck, ont quitté le convoi principal à mi-chemin et sa piste a été perdue depuis. Les dernières nouvelles de Kammler ont été reçues par les forces britanniques le 7 mai, lorsque le chef nazi a tenté d'envoyer un message à un groupe survivant des SS. Cependant, les Britanniques n'ont pas été en mesure de localiser ses allées et venues, et la vie de Hans Kammler a été enveloppée dans l'obscurité à partir de ce moment-là. Depuis lors, les théories ont proliféré. Certains disent que Kammler est finalement arrivé à Prague seulement pour constater que la population locale s'était soulevée contre l'occupation allemande. Au milieu du chaos, Kammler aurait reçu une balle dans la jambe gauche et, après avoir été emmené à l'hôpital, a été tué par des partisans tchèques qui ont pris d'assaut le bâtiment. Cependant, les dossiers montrent qu'un sergent-major de l'armée allemande nommé Friedrich Baum a été admis dans un hôpital militaire autrichien à la fin du mois de mai, avec une blessure et des antécédents similaires, pour mourir d'une infection une semaine plus tard. Certains ont spéculé qu'il s'agissait en fait de Kammler, qui aurait pu voler un uniforme militaire et assumer l'identité de Baum. D'autres disent que Kammler et 21 hommes SS ont défendu un bunker allemand contre une attaque de centaines de combattants de la résistance tchèque le 9 mai, et que pendant l'attaque, l'un des assistants de Kammler lui a tiré dessus pour éviter d'être capturé. D'autres théories suggèrent un suicide possible. Certains des associés de Kammler ont affirmé que le plénipotentiaire du Führer s'était enfui à Ebensee, ce qui correspondrait à son séjour à la Villa Mendelssohn quelques semaines plus tôt, pour être avec sa femme, et qu'une fois là-bas, il a mis fin à ses jours en se tirant dessus ou en prenant des pilules de cyanure. Dans un affidavit, Pröck a affirmé que la date de décès de Kammler
était autour du 10 mai, mais il ne connaissait pas la cause de sa mort. Heinz Zöllner, l'assistant de guerre de Kammler, a cependant affirmé que sa mort était survenue quelques jours plus tôt, le 7 mai, et que lui, avec Pröck, avait enterré le corps dans une tombe anonyme. Au milieu du XXe siècle, comme beaucoup d'autres histoires de la Seconde Guerre mondiale, Kammler a commencé à être étroitement lié au conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les théories entourant sa mort ont été réfutées par un agent de contre-espionnage américain nommé Oscar Pack, qui a affirmé que Kammler avait été capturé par les Américains à la mi-mai à l'usine Messerschmitt d'Oberammergau, mais a réussi à s'échapper peu de temps après et s'est rendu en Allemagne de l'Est, où il a commencé à travailler secrètement pour le renseignement soviétique. Certains pensent que les théories sur son voyage à Prague ne sont que de simples tentatives de dissimuler sa fuite vers les zones occupées par les Soviétiques, où les Américains n'ont pas pu mener une enquête en bonne et due forme sur l'endroit où il se trouve. Donald W. Richardson, un ancien agent spécial de l'OSS impliqué dans l'opération Alsos, un plan dans le cadre du projet Manhattan visant à récupérer les dossiers de recherche nucléaire allemands et à vérifier l'étendue des efforts nazis pour créer une bombe atomique, a prétendu être l'homme qui a escorté Kammler aux États-Unis. Peu de temps avant sa mort, Richardson aurait raconté à ses enfants ses expériences pendant et après la guerre. Selon eux, Richardson avait observé Kammler jusqu'en 1947, date à laquelle il aurait été interné dans une prison à sécurité maximale, où il a été brutalement puni pendant les interrogatoires jusqu'à ce qu'il se pende finalement. Cependant, il n'y a aucune preuve à l'appui de cette hypothèse. Finalement, le 9 juillet 1945, la femme de Kammler a demandé qu'il soit déclaré mort et a présenté la déclaration de Pröck en preuve. 3 ans plus tard, le 7 septembre 1948, le tribunal de district de Berlin-Charlottenburg a statué que la mort de Kammler était officiellement survenue le 9 mai 1945. Pröck et Zöllner se sont tous deux tenus à leur version des événements. Les lettres envoyées par Ingeborg Alix von Oldenburg, une femme membre des SS Helferinnenkorps, à la femme de Kammler entre 1950 et 1955, semblent soutenir partiellement la version officielle. Dans ces lettres, elle affirmait que Kammler lui avait dit au revoir le 7 mai 1945 à Prague, disant que les Américains étaient après lui, qu'il lui avait fait des offres qu'il avait refusées et qu'il ne serait pas capturé vivant. Malgré toutes ces théories, le sort ultime de Hans Kammler, l'un des dirigeants nazis les plus impitoyables, reste enveloppé de mystère. The Legacy of the Wunderwaffen, Technology that defied the fate of war. Après l'échec de l'opération Barbarossa et l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la situation stratégique de l'Allemagne a changé, car le régime nazi n'était pas préparé à une guerre à long terme. Le conflit a commencé à devenir de plus en plus défavorable aux nazis, et Hitler a décidé de se concentrer sur la création d'un certain nombre d'innovations technologiques et d'armes avancées, conçues dans l'espoir de modifier le cours de la guerre en faveur de l'Allemagne. La collection d'armes et de dispositifs de guerre créée par la suite s'appelait la Wunderwaffe. Parmi les innovations les plus importantes figurait le Hortenho 229, un avion de chasse à réaction avec une conception à aile delta, destiné à être plus furtif et aérodynamique, qui n'est jamais entré en production de masse, mais a influencé la conception d'avions furtifs dans la période d'après-guerre. Le Panzer 8 Maus, un char super lourd qui, bien que conçu pour être imparable sur le champ de bataille, seuls quelques prototypes ont été achevés et jamais utilisés au combat. Le Landkreuzer P-1000 un gigantesque char d'assaut qui, s'il avait été achevé, aurait été le plus grand véhicule blindé jamais construit, mais seuls des prototypes ont été construits et n'ont jamais été produits en série. Le U-Boot 21, un sous-marin de classe 21 qui représentait une avancée significative dans la technologie des sous-marins, avec une vitesse et une portée accrues en immersion. Le Heinkel E-162, un chasseur à réaction conçu pour être produit rapidement à partir de matériaux simples, et bien qu'il ait été l'un des premiers avions à réaction au combat, ses performances et son efficacité ont été limitées en raison de problèmes de production et de développement. Cependant, les principales innovations créées par les ingénieurs et les techniciens nazis étaient sans aucun doute les fusées V2 et le Messerschmitt
Me 262, qui seront discutés plus en détail plus tard. D'autre part, il y avait des projets beaucoup plus ambitieux et extravagants qui n'ont jamais dépassé le stade théorique. La Sonnengewehr en est probablement le meilleur exemple. Le régime nazi aspirait à construire un satellite équipé d'un énorme miroir parabolique qui concentrerait la lumière du soleil dans un faisceau dévastateur capable d'incinérer des villes entières depuis l'espace. Cette arme a été glorifiée par de nombreux dirigeants de la SS et de l'organisation Todt dans leurs cérémonies religieuses, croyant que ce serait le moyen de porter le coup final à tous les ennemis du Troisième Reich. Un autre dispositif qui a été testé était le canon sonique. Conçu au début des années 19 par le docteur Richard Wallauschek, ce canon se composait de 2 réflecteurs paraboliques reliés par plusieurs tubes qui formaient une chambre de tir. À travers les tubes, un mélange d'oxygène et de méthane a été introduit dans la chambre, qui a explosé de manière cyclique, et les ondes sonores produites par les explosions ont généré une onde de choc de haute intensité, créant un faisceau sonore d'une amplitude énorme. Cependant, ces appareils n'ont jamais été utilisés au combat, et il existe de sérieux doutes quant à leur fonctionnalité possible. Les Wunderwaffen étaient en grande partie un mélange d'innovation technologique et de propagande. Malgré leur potentiel, nombre de ces armes ont été confrontées à de graves problèmes techniques, logistiques et de production qui ont limité leur efficacité. La réalité est que, bien que certaines de ces armes aient été technologiquement avancées, elles n'ont pas modifié de manière significative l'équilibre des pouvoirs pendant la guerre, principalement en raison d'un manque de ressources et du stade avancé dans lequel elles ont été introduites. Le terme Wunderwaffe a été utilisé par le régime nazi pour garder le moral et créer l'impression que l'Allemagne possédait des technologies secrètes qui pourraient changer le cours de la guerre. En vérité, les capacités de ces armes ont souvent été exagérées pour maintenir l'enthousiasme et l'espoir parmi la population allemande et les forces armées. En ce sens, les Wunderwaffen représentaient l'effort désespéré du régime nazi pour déjouer ses ennemis grâce à une technologie de pointe. En outre, la production de ces armes impliquait souvent le recours au travail forcé dans des conditions inhumaines, avec des milliers de prisonniers de guerre et de civils souffrant et mourant dans des usines. En réalité, les armes avancées que le régime nazi cherchait à développer nécessitaient généralement de longues périodes de conception et d'essai, et il n'y avait aucune perspective réaliste que l'armée allemande serait en mesure de les déployer avant la fin de la guerre. Aujourd'hui, le résultat final de toutes ces armes, qu'elles soient déployées ou non, est considéré comme ayant été que le Troisième Reich a gaspillé beaucoup d'argent et de savoir-faire et a tué de nombreux travailleurs forcés et esclaves dans le développement et la production de dispositifs exotiques qui ont fourni peu ou pas d'avantages tactiques et stratégiques à son effort de guerre. Bien que beaucoup de Wunderwaffen n'aient pas été décisifs dans la Seconde Guerre mondiale, leur développement et les principes technologiques qu'ils ont incorporés ont influencé le génie militaire et le développement des armes dans l'après-guerre, et certaines conceptions ont même eu des applications et des développements dans les technologies militaires modernes. Après la fin de la guerre, de nombreux scientifiques et ingénieurs allemands qui ont travaillé sur le développement du Wunderwaffen ont été capturés et emmenés aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Union soviétique, où ils ont continué à travailler sur des programmes de technologie de pointe. Son expérience et ses connaissances ont été cruciales pour le développement de programmes qui ont émergé dans le contexte de la période d'après-guerre, de la guerre froide et de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique, ainsi que d'autres technologies militaires. The V2, The Peak of Nazi Technology and the Prelude to the Space Race. Au milieu des années 1930, la grande majorité des programmes technologiques du régime nazi se concentraient sur la construction d'une grande fusée d'artillerie, la Quattro. Pour ce faire, les caractéristiques de conception et diverses techniques de contrôle ont été testées à l'aide d'un modèle réduit appelé A5O. À la fin de 1941, la Quattro était terminée et le premier test a été effectué le 13 juin 1942. Cependant, la fusée n'a pas décollé et s'est écrasée au sol. Le deuxième test, lancé le 16 août, a volé pendant quelques secondes avant de commencer à osciller et finalement à se désintégrer en plein vol. Le troisième test, effectué le 3 octobre, a été le premier à effectuer un vol réussi, atteignant une altitude de 5 km et tombant à 190 km.
Enthousiasmé par le succès du projet, Hitler a ordonné la production de masse de l'A4 sous le nom de Vergeltungswaffe 2, ou simplement V2, dans le but principal d'attaquer Londres. Le V2 a été le premier missile balistique à longue portée au monde et le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre les limites de l'espace. Il a été développé sous la direction de l'ingénieur Werner von Braun, l'un des concepteurs de fusées les plus importants du XXe siècle et le scientifique en chef du programme de fusées du Troisième Reich. Les travaux sur le V2 ont commencé au milieu des années 1930 avec les premiers essais effectués sur l'île de Peenemünde dans la mer Baltique. La fusée V2 a été conçue comme une arme de représailles pour attaquer les villes alliées en réponse aux bombardements sur l'Allemagne. Il était propulsé par un moteur fusée à carburant liquide qui utilisait un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide comme propulseur, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 5760 km/h et avait une portée d'environ 320 km. La première utilisation opérationnelle du V2 a eu lieu le 8 septembre 1944 lorsqu'une fusée a été lancée vers Paris, suivie d'une autre qui a frappé Londres. Tout au long de la guerre, environ 5000 roquettes V2 ont été lancées, principalement destinées à des endroits au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Bien que le V2 ait causé d'importantes destructions dans les villes cibles, en particulier Londres et Anvers, il n'a pas été une arme décisive pour la guerre, principalement en raison de son coût de production élevé, de sa précision limitée et du fait que, en tant que successeur du V1, un missile de croisière, il n'est apparu qu'au milieu des années 1944, alors que la guerre avait déjà pris une tournure décisive vers la victoire alliée. Malgré cela, le V2 représentait l'une des avancées les plus significatives dans la technologie des armes réalisées jusqu'à cette époque. Contrairement au VT1, le V2 était invulnérable. Il a atteint des vitesses stupéfiantes que même les chasseurs les plus rapides de l'époque ne pouvaient pas intercepter, et l'artillerie anti-aérienne ne pouvait pas l'abattre. De plus, parce qu'ils étaient lancés à partir de bases mobiles, il était extrêmement difficile de localiser leur position. L'altitude et la vitesse atteintes par le V2 le rendaient pratiquement indétectable avec la technologie radar de l'époque. Bien que le missile ait pu être vu par les pilotes alliés au moment du lancement, qui avaient alors le contrôle total du ciel, aucun chasseur n'a pu arrêter un lancement de V2. Il semblait que les Allemands avaient créé une arme contre laquelle il n'y avait pas de défense. D'autre part, la production de masse du V2 impliquait le recours au travail forcé, principalement des prisonniers des camps de concentration, dans des conditions extrêmement dures et dangereuses. Les usines souterraines conçues par Kammler, telles que Mittelwerk, où des roquettes ont été assemblées, ont été des scènes de terribles souffrances, avec des milliers de prisonniers mourant en raison des conditions de travail inhumaines qu'ils ont endurées. Cependant, le V2 a marqué une étape importante dans l'histoire de la technologie des fusées et a servi de précurseur aux missiles balistiques intercontinentaux et aux programmes spatiaux d'après-guerre. La technologie utilisée dans sa construction était la base sur laquelle les programmes spatiaux ont été construits, à travers laquelle les États-Unis et l'Union soviétique allaient rivaliser dans le contexte émergent de la guerre froide après la chute définitive du régime nazi. The Messerschmitt Me 262, The Reaction That Came Too Late. Bien que l'attention des scientifiques et des ingénieurs du régime nazi ait été principalement concentrée sur la conception et la construction de roquettes d'artillerie, ils ont également travaillé sur d'autres projets. Le plus important d'entre eux était sans aucun doute le 262 Messerschmitt Me, surnommé le Schwalbe, le premier chasseur à réaction au monde à entrer en service. Le développement du Me 262 a commencé en 1938, peu de temps avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Willy Messerschmitt. À l'origine, l'avion a été conçu comme un chasseur à moteur à piston, mais en 1939, la décision a été prise de l'adapter au moteur à réaction, une technologie qui en était alors à ses premiers stades de développement. Le Me 262 a effectué son premier vol au début de 1942, bien qu'il ait été équipé d'un moteur à piston en raison de problèmes avec les moteurs à réaction. Le premier vol avec des moteurs à réaction entièrement opérationnels a eu lieu en juillet de la même année. Le Me 262 était propulsé par deux moteurs à réaction
Junkers Jumo 004, ce qui lui donnait une vitesse de pointe d'environ 870 km à l'heure, beaucoup plus rapide que n'importe quel avion à moteur à piston en service à l'époque. Il était armé de 4 canons automatiques Mk-108 de 30 mm, ce qui en faisait une menace redoutable pour les bombardiers alliés. Il pouvait également transporter des bombes, ce qui lui permettait d'être utilisé comme chasseur-bombardier. De plus, le Me-262 a présenté un design d'aile en flèche très innovant pour son époque, aidant à améliorer ses performances aérodynamiques à haute vitesse. Les débuts au combat du Me-262 ont eu lieu le 25 juillet 1944, marquant une étape importante dans l'histoire militaire. Le lieutenant Alfred Schreiber s'est d'abord engagé dans le combat avec un 262, me interceptant un Mosquito britannique piloté par le lieutenant A.E. Wall, qui était en mission de reconnaissance au-dessus de Munich. Wall a tenté d'échapper en utilisant le pouvoir traditionnel des moustiques, mais à sa grande surprise, son adversaire se rapprochait sans relâche. Wall a finalement réussi à s'échapper, mais a fini par s'écraser en essayant d'atterrir à Fermo. Ce jour-là, Schreiber a démontré les capacités des avions à réaction, établissant un précédent inévitable dans l'histoire de l'aviation. Bien que les techniciens et les ingénieurs travaillant pour le régime nazi croyaient que les 262 Me avaient le potentiel de changer le cours de la guerre aérienne, qui jusque-là avait été dominée par les forces alliées, sa production et son déploiement opérationnel ont été entravés par plusieurs facteurs, y compris des problèmes techniques avec les moteurs, pénurie de matériel et erreurs stratégiques. L'une de ces erreurs a été l'insistance d'Hitler à utiliser le Me-262 comme un bombardier plutôt que comme un chasseur. À la fin de la guerre, environ 1400 Me-262 avaient été fabriqués, mais seulement 300 pouvaient être utilisés simultanément en raison des problèmes susmentionnés. Comme le 5-2, le 1262 n'a pas vu le combat jusqu'à la mi-1944, date à laquelle la guerre penchait déjà en faveur des Alliés. Malgré la confiance des techniciens et ingénieurs allemands et sa vitesse inégalée et son armement puissant, qui ont même dépassé celui des chasseurs alliés, le Me-262 avait quelques faiblesses que les forces ennemies n'hésitaient pas à exploiter. Parmi ces faiblesses, il y avait l'incapacité d'effectuer des virages serrés et le retard dans la réduction de la vitesse d'approche pour l'atterrissage, ainsi que la nécessité d'une longue piste pour le décollage. Cela l'a rendu très vulnérable pendant ces phases opérationnelles, et les pilotes alliés ont rapidement développé des tactiques pour contrer les attaques du Me de 262 mois, comme lui tendre une embuscade pendant le décollage ou l'atterrissage lorsqu'il était sans défense. Cela a forcé les commandants des bases aériennes allemandes à entourer leurs bases de ceintures d'artillerie anti-aérienne et à créer des escadrons spécifiques d'avions Bf-199 et FW-190 pour la protection du Me, âgé de 262 mois. La grave pénurie de ressources de production, de pilotes formés et de carburant face à l'Allemagne vers la fin de la guerre a aidé à forcer les unités de chasse à opérer à partir de bases de fortune le long de l'autoroute, la principale autoroute de l'Allemagne, où un grand nombre de 262 Me ont été trouvés abandonnés à la fin de la guerre. Malgré ces difficultés, les 262 Me ont réussi à abattre un nombre important d'avions alliés, démontrant l'immense potentiel des avions à réaction. Le Me-262 a finalement inauguré l'ère des avions à réaction et a eu une influence significative sur la conception des avions de chasse dans les décennies qui ont suivi. Bon nombre des principes de conception et des technologies utilisées dans le Me-262 ont été adoptés et améliorés dans les avions d'après-guerre. Architect of Destruction, the Todt Organization in Nazi Germany. Au début des années 1940, alors que la guerre commençait à pencher en faveur des forces alliées, Hitler a ordonné que la grande majorité des institutions nazies soient consacrées exclusivement à l'effort de guerre. La Todt Organisation, une entité de génie civil fondée en 1933 par Fritz Todt, ingénieur civil et membre du parti, est devenue une organisation essentiellement paramilitaire. Ces projets, qui jusque-là s'étaient concentrés principalement sur la construction de routes, de ponts et de structures défensives sur le territoire allemand, étaient orientés vers la production d'armes et d'infrastructures pour les camps de concentration et d'extermination conçus par Kammler.
L'organisation Todt était responsable de la construction du réseau autoroutier en Allemagne. Ce fut l'un des premiers grands projets du régime nazi et a été promu comme un symbole de progrès et de modernisation sous la direction d'Hitler. Cependant, au fil du temps, l'énorme augmentation de la demande de main-d'œuvre pour divers projets militaires et paramilitaires, combinée à une série de lois promues par le gouvernement allemand qui exhortait l'ensemble de la population à s'enrôler dans l'armée ou à effectuer divers emplois pour le régime, a permis à l'organisation Todt de recruter près de 2 millions de travailleurs allemands. L'organisation a fini par s'appuyer directement sur des officiers militaires de haut rang et a joué un rôle très actif pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est rapidement développée et a joué un rôle crucial dans la construction de fortifications militaires. Il a été impliqué dans la construction de structures défensives telles que la ligne Siegfried à la frontière ouest de l'Allemagne, conçue pour se défendre contre une éventuelle invasion, et le mur de l'Atlantique, une vaste ligne de fortifications qui s'étendait le long de la côte ouest de l'Europe, de la Norvège à la frontière espagnole. L'organisation Todt était composée d'un petit nombre de conseillers, pour la plupart des ingénieurs et des techniciens, qui répondaient aux forces armées. En dessous d'eux se trouvaient des magnats de l'industrie sidérurgique, tels qu'Alfred Krupp, Wilhelm Flick, Hugo Stinnes et, en dessous d'eux, un grand nombre de travailleurs étrangers. L'organisation Todt a également été impliquée dans la construction de camps de concentration et le recours intensif au travail forcé. On estime que plus d'1,5 million de personnes, y compris des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés des territoires occupés, ont été exploités par l'organisation dans des conditions extrêmement difficiles. Fritz Todt est mort dans un mystérieux accident d'avion en 1942 dans la ville de Francfort. Ceci, comme le destin ultime de Kammler, a donné lieu à de nombreuses théories du complot. Après sa mort, Albert Speer, qui était déjà profondément impliqué dans l'organisation en tant que ministre de l'Armement, a pris le contrôle de l'organisation Todt. Sous sa direction, l'organisation a encore élargi ses activités, contribuant de manière significative à l'effort de guerre nazi, mais intensifiant également le recours au travail forcé. Après l'effondrement du Troisième Reich, l'organisation a été dissoute. Beaucoup de ses dirigeants, y compris Speer, ont été jugés au procès de Nuremberg pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, principalement en raison de l'utilisation du travail forcé dans les camps de concentration et dans les usines souvent cachées sous eux, ainsi que des conditions inhumaines auxquelles ils ont été soumis. Les infrastructures construites par l'organisation Todt, telles que les autoroutes et certaines fortifications, ont perduré après la guerre, bien que les aspects les plus sinistres de son héritage, tels que son exploitation brutale des travailleurs forcés, sont finalement devenus l'objet d'études et de condamnations. À la fin de la guerre, le pouvoir et l'influence de l'organisation avaient énormément augmenté, et on estime qu'en 1944, entre 25 et 35-30% de la production de guerre allemande provenait d'usines gérées par l'organisation, employant directement et indirectement plus de 3 millions de travailleurs. Bien que l'accident ait été officiellement attribué à des défaillances techniques, le fait que Todt était sur un vol privé et non sur une mission officielle a soulevé des questions. Todt était un haut fonctionnaire du régime nazi et un proche collaborateur d'Hitler. En outre, sa mort est survenue à un moment où le régime intensifiait la production d'armes et de fortifications. Certaines théories suggèrent que sa mort pourrait avoir été le résultat de conflits internes au sein du régime ou d'une conspiration, car il a permis à Albert Speer, qui avait été partiellement déplacé par Kammler, de prendre le contrôle de l'organisation Todt et des politiques d'armement. Speer était connu pour son ambition et ses liens étroits avec Hitler, ce qui a conduit à des spéculations sur les motifs possibles de son ascension au pouvoir. Le manque d'informations définitives et les circonstances entourant l'événement ont fait de la mort de Fritz Todt un sujet de débat et de spéculation dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. The Uranium Project, Hitler's Failed Nuclear Dream. En décembre 1938, dans un ancien laboratoire à Berlin, les chimistes allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann, ainsi que la physicienne juive Lise Meitner, ont découvert la fission nucléaire et ont décidé de publier leurs résultats dans la revue Naturwissenschaften. Au début de l'année suivante, Meitner, persécuté par les nazis, a été forcé de quitter le pays, d'abord en fuyant vers les Pays-Bas, puis vers la Suède, où elle et son neveu, Otto Frisch,
ont confirmé les résultats de leur découverte. Peu de temps après, en avril 1939, Paul Hartek, chef du département de physique et de chimie de l'université de Hambourg et conseiller de l'armée allemande, a contacté des membres de la direction du Troisième Reich pour les avertir des implications militaires de la découverte. Le régime a immédiatement interrompu l'exportation d'uranium et a formé un comité chargé d'étudier les utilisations pratiques d'une réaction en chaîne nucléaire soutenue. Après sa première réunion, le comité a adopté le nom d'Uranium Club. À peine 5 mois plus tard, en septembre 1939, dans le contexte de l'invasion allemande de la Pologne et piloté par les Waffenamt, le régime nazi lance le projet Uranium, équivalent au projet Manhattan développé par les États-Unis. Au fil du temps, le projet s'est concentré sur 3 activités principales: le développement d'un réacteur nucléaire, la production d'uranium et d'eau lourde, et la séparation des isotopes de l'uranium. Toutefois, le projet d'uranium a rencontré plusieurs difficultés. Au milieu des années 1942, les responsables militaires allemands ont réalisé que le programme avait impliqué des investissements excessifs et n'avait pas produit les résultats escomptés. Alors ils ont décidé de couper son financement et de le transférer au Reichsforschungsrat. Les problèmes économiques commençaient à affliger le régime à cette époque et les fonds alloués à la recherche nucléaire devenaient de plus en plus rares. Le projet s'est finalement résumé à un réseau décentralisé de chercheurs isolés avec des programmes de recherche très différents qui ont rivalisé farouchement pour les maigres ressources que le régime pourrait fournir. D'autre part, lorsque les forces alliées ont appris l'existence du projet, elles ont commencé à bombarder les usines d'eau lourde des nazis, un liquide hautement spécialisé utilisé pour refroidir les réacteurs nucléaires, et ont même organisé des missions de commandement pour détruire les cargaisons d'eau lourde qui avaient survécu au bombardement. Pour éviter cela, les nazis ont décidé de déplacer l'installation dans des endroits non conventionnels et plus sûrs. Le célèbre physicien Werner Heisenberg, directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm, a dû déménager dans le sous-sol d'une église à Eigerloch, où lui et son équipe ont construit un réacteur nucléaire expérimental fait de cubes d'uranium suspendus sur un câble et immergés dans de grands réservoirs d'eau lourde. Malgré les efforts de Heisenberg, le réacteur n'a jamais fonctionné. Les forces américaines et britanniques ont également déployé des missions d'espionnage secrètes dans le cadre de l'opération Alsos, qui faisait elle-même partie du projet Manhattan. Les ambitions nucléaires d'Hitler ont également été contrecarrées par ses propres actions. Au milieu des années 1930, l'ingérence constante du parti nazi dans le milieu universitaire allemand avait conduit de nombreux physiciens, ingénieurs et mathématiciens à quitter le pays. Les scientifiques juifs qui ne sont pas partis ont été rapidement purgés, réduisant encore les rangs des chercheurs. En outre, la demande constante de main-d'œuvre par l'armée allemande a conduit au recrutement d'une grande partie du personnel formé, malgré leur manque de connaissances militaires, ce qui a considérablement réduit le nombre de chercheurs disponibles. Enfin, bien que les membres de la Luftwaffe aient été destinés à mener des recherches de pointe sur un site d'essai de l'armée, le projet d'uranium est resté confiné au laboratoire, avec l'objectif relativement modeste de construire un réacteur nucléaire qui pourrait soutenir une réaction en chaîne pendant une quantité importante de temps et obtenir une séparation complète d'au moins certains isotopes de l'uranium. Mais la vérité est que cet objectif n'a jamais été atteint, et malgré les craintes qui se sont répandues à l'époque, les Allemands n'ont jamais été vraiment prêts de produire des armes nucléaires. Avec la fin de la guerre au printemps 1945, plusieurs puissances alliées se sont affrontées pour le personnel, les installations et les matériaux survivants de l'industrie nucléaire allemande. La grande majorité des scientifiques impliqués dans le projet ont été capturés et envoyés à Farmhall en Angleterre dans le cadre de l'opération Epsilon, organisée par les forces britanniques, où les Anglais ont secrètement enregistré des scientifiques allemands dans l'espoir de découvrir des secrets sur les projets nucléaires nazis. Les Américains ont saisi la plupart des matériaux et ont réussi à recueillir plusieurs tonnes d'uranium, 235, le seul isotope capable de provoquer une réaction en chaîne de fission nucléaire. L'Union soviétique, pour sa part, a réussi à collecter de l'uranium et de l'eau lourde et à recruter des scientifiques allemands. Aujourd'hui, on pense que le régime nazi, en fin de compte, n'a jamais été vraiment proche de la construction de la bombe atomique. Les raisons en sont cependant discutables.
car elles sont liées non seulement au manque de ressources et aux lacunes opérationnelles qui ont affligé le régime vers la fin de la guerre, mais aussi à des questions éthiques, car on ne sait pas précisément si les scientifiques et les ingénieurs qui ont travaillé pour les nazis étaient en fin de compte pour ou contre le régime dirigé par Hitler. The Hidden Treasures of the Third Reich, Operation Paperclip and the Battle for German Knowledge. Après la chute du régime nazi au printemps 1945, les États-Unis et l'Union soviétique se sont engagés dans une lutte féroce et secrète pour le contrôle des progrès scientifiques et technologiques de l'Allemagne nazie, en particulier dans les domaines de l'industrie militaire, en particulier l'aéronautique et des produits chimiques. Les États-Unis ont mené l'opération Paperclip à cette fin, une mission conçue par le service de renseignement des États-Unis pour recruter des centaines de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens allemands qui avaient travaillé pour le Troisième Reich dans des domaines clés tels que l'aéronautique, la chimie et le développement de fusées. Initialement appelée Opération Overcast, la mission a finalement adopté le nom d'Opération Trombone, en raison de la pratique des agents américains marquant les fichiers de scientifiques sélectionnés avec un trombone. Au printemps 1943, le régime nazi a commencé à recruter des scientifiques et des techniciens dans des unités de combat pour commencer à développer de nouvelles armes et dispositifs militaires. Tous ceux qui avaient un doctorat ou une maîtrise en sciences exactes ont été immédiatement libérés du service militaire. Cet effort, qui a nécessité de retrouver du personnel qualifié pour la tâche et d'enquêter sur leur vie privée pour déterminer leur loyauté envers le régime, a abouti à la création de la liste Osenberg. En mars 1945, un technicien polonais trouva les restes de la liste dans les décombres. Le major Robert B. Staver, un membre du renseignement américain, l'a utilisé pour créer la liste noire, le nom de code de la liste des experts en fusée que le service de renseignement a utilisé pour déployer l'opération. Initialement, alors que la mission était encore sous le nom de code Opération Overcast, l'intention initiale de Staver était seulement d'interviewer des scientifiques. Cependant, après avoir entendu ce qu'il a fait au cours de ses entretiens, il a changé le but de l'opération et le 2 mai a envoyé un télégramme au département de la guerre des États-Unis demandant l'évacuation d'une centaine de scientifiques allemands qui étaient sous sa garde. Bien que la plupart d'entre eux se soient rendus aux forces américaines, Staver craignait que certains scientifiques n'émigrent et ne poursuivent leurs recherches dans d'autres pays. Pour éviter cela, il organisa la capture de tous ceux qui ne se rendaient pas volontairement. Une grande partie de ces efforts était concentrée sur la Saxe et la Thuringe, qui allaient faire partie de la zone d'occupation soviétique le 1er juillet. De nombreuses installations et du personnel de recherche allemand avaient été évacués vers ces États, en particulier de Berlin. Craignant que le contrôle soviétique ne limite la capacité des États-Unis à exploiter les connaissances scientifiques et techniques allemandes, les États-Unis ont déployé un plan d'évacuation pour le personnel scientifique de Saxe et de Thuringe. Au total, plus de 1800 techniciens et scientifiques et 3700 membres de leur famille ont été secrètement amenés aux États-Unis. Ceux qui avaient des connaissances ou des compétences particulières ont été emmenés dans des centres de détention pour y être interrogés, dans certains cas pendant des mois. Beaucoup d'entre eux ont été réinstallés dans de petits villages à la campagne ou dans le désert, où il n'y avait pas d'installation de recherche ou de lieu de travail. Ils recevaient des allocations et devaient se présenter 2 fois par semaine au quartier général de la police pour les empêcher de partir. Le gouvernement a déclaré que les techniciens et les scientifiques ne seraient libérés que lorsque tous les organismes intéressés seraient convaincus qu'ils avaient obtenu tous les renseignements souhaités d'eux. Beaucoup de scientifiques et de techniciens allemands recrutés par le gouvernement américain avaient été membres du parti nazi ou avaient été directement impliqués dans des projets qui contribuaient à l'effort de guerre du Troisième Reich, y compris certains menés dans des installations où le travail forcé était utilisé. Malgré cela, dans le contexte émergent de la guerre froide, la priorité des États-Unis était de s'assurer que leurs talents ne tombaient pas entre les mains des Soviétiques. Par conséquent, les forces américaines ont décidé d'effacer les dossiers de la plupart d'entre eux, en omettant ou en minimisant leurs antécédents. Au total, on estime que l'opération Paperclip a impliqué plus de 6000 personnes, considérées comme faisant partie des réparations intellectuelles que l'Allemagne devait payer aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Compte tenu des brevets et des procédés industriels impliqués,
On estime que la valeur de ces réparations était d'environ 10 milliards de dollars. L'un des objectifs les plus importants de l'opération Paperclip était l'acquisition du programme de fusées allemand, en particulier ceux liés au missile balistique V2. Werner von Braun, le concepteur en chef de la fusée V2, était l'une des recrues les plus en vue. Dans le contexte de la course spatiale émergente entre les États-Unis et l'Union soviétique, von Braun et son équipe ont été transférés en Amérique du Nord, où ils ont joué un rôle crucial dans le développement du programme spatial américain, y compris le programme Apollo, qui a conduit au premier atterrissage lunaire habité. En fin de compte, l'opération Paperclip a apporté une contribution décisive au développement de la technologie militaire et spatiale américaine dans l'après-guerre. Cependant, bien qu'il ait été très efficace d'un point de vue technique et stratégique, son histoire soulève des questions inconfortables sur les engagements éthiques et les décisions prises dans le contexte de la guerre froide. Bon nombre des projets technologiques et scientifiques développés par les États-Unis étaient, en fin de compte, basés sur des programmes conçus par le régime nazi pour mener à bien son plan d'expansion et d'extermination. Behind the Iron Curtain, Operation Oso Aviakim and the Other Side of the German Knowledge Race. En octobre 1946, juste un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a décidé de contrer l'influence américaine en créant l'opération Oso Aviakim, dont l'objectif principal était de recruter des milliers de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens de la région occupés par les soviétiques de l'Allemagne et de les déplacer vers l'Union soviétique. Comme les forces américaines avec l'opération Paperclip, l'Union soviétique a cherché à capitaliser sur les connaissances techniques et scientifiques des scientifiques et des techniciens allemands, en veillant à ce que les capacités scientifiques et techniques de l'Allemagne ne tombent pas uniquement entre les mains des Américains. Immédiatement après la guerre, sous la supervision soviétique, des bureaux de conception expérimentale ont été établis dans la région occupée par les soviétiques de l'Allemagne. Au début des années 1946, certains de ces bureaux étaient devenus de grandes entreprises de développement. L'importance stratégique et militaire de ces entreprises a conduit à des conflits avec les autres forces alliées, ce qui a conduit certains dirigeants du Parti communiste à envisager de les déplacer en Union soviétique. Bien que cette possibilité ait été rejetée par certains secteurs de la direction soviétique, Staline a décidé au début d'avril de déplacer le matériel et le personnel spécialisés dans le pays. L'opération a été menée par le NKVD avec le soutien d'Oso Aviakim, une organisation paramilitaire soviétique. Dans la nuit du 22 octobre 1946, les forces soviétiques ont arrêté plus de 2000 spécialistes allemands ainsi que leurs familles dans la zone occupée par les soviétiques en Allemagne. Des milliers de scientifiques et de techniciens ont été transportés par train et avions cargo vers diverses installations de recherche et de développement en Union soviétique, où ils ont continué à travailler sous la supervision de différents membres du Parti communiste. Comme les Américains, les Soviétiques étaient extrêmement intéressés par la technologie de fusée développée par les Allemands et prévoyaient de l'utiliser pour lancer leur propre programme de missiles. Les scientifiques allemands ont contribué de manière significative au programme de fusée soviétique, qui a finalement conduit au lancement de Spoutnik, le premier satellite artificiel, en 1957. En outre, les experts allemands capturés ont travaillé sur un large éventail de projets industriels et militaires, y compris le développement d'aéronefs, la technologie radar et la production d'armes de pointe. Son expérience a contribué à accélérer plusieurs programmes clés en Union soviétique au cours des premières années de la guerre froide. L'Union soviétique a également lancé le projet russe Alsos, équivalent de l'opération Alsos développée par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une opération qui a eu lieu au début des années 1945 en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, avec l'objectif principal d'exploiter les installations liées à la recherche atomique, d'acquérir des ressources et de recruter du personnel scientifique pour accélérer le projet atomique de l'URSS en utilisant des informations envoyées par des espions infiltrés dans le projet Manhattan. Comme son homologue américain, l'opération Oso Aviakim a été un succès stratégique pour l'Union soviétique car elle a permis aux soviétiques d'obtenir un avantage considérable dans divers domaines scientifiques et technologiques. Cependant, de nombreux spécialistes allemands qui sont restés en URSS
et ont contribué de manière significative aux avancées soviétiques l'ont fait dans des conditions de harcèlement. Sous la menace de représailles, les spécialistes et leurs familles n'ont pas été autorisés à envoyer ou à remettre des documents écrits. D'un point de vue éthique, l'opération a été très controversée, car elle impliquait le transfert forcé de milliers de personnes sans leur consentement. Des scientifiques, des techniciens et des travailleurs allemands ont été affectés à des projets individuels et à des groupes de travail, principalement dans les domaines de l'aéronautique et de la technologie des fusées, de la recherche nucléaire, de la chimie et de l'optique. Ces projets ont duré environ 5 ans, et les chercheurs ont été autorisés à retourner en Allemagne entre 1950 et 1958, devant garder leurs années en Union soviétique secrète. Ceux qui se sont installés en République démocratique allemande ont bénéficié d'un traitement préférentiel. Certains ont obtenu des postes de professeurs d'université et d'autres sont devenus fonctionnaires. Dans le contexte plus large de la guerre froide, l'opération Ozoav Yakim reflétait la concurrence féroce entre les États-Unis et l'Union soviétique pour le contrôle de la science et de la technologie. The Dark Side of Innovation. Conclusions on the technology developed by the Nazi regime. En bref, le régime nazi a conçu un large éventail de technologies militaires qui, bien qu'elles n'aient pas modifié l'issue de la guerre, ont été cruciales pour le développement technologique ultérieur, en particulier dans le contexte émergent de la guerre froide et de la confrontation croissante entre les États-Unis et l'Union soviétique. Hans Kammler était une figure clé dans ce processus de développement technologique dans l'Allemagne nazie. Depuis ses bureaux dans les SS Wirtschaft und Verwaltungshauptamt, il a conçu et dirigé la construction de nombreux camps de concentration et d'extermination, ainsi que les énormes bâtiments de crématorium où des millions de vies humaines ont été sacrifiées. Au milieu des années 1943, après que les forces alliées ont commencé à bombarder les complexes de production massifs du régime, Kammler a été chargé de les déplacer dans des bunkers souterrains où les scientifiques, les ingénieurs et les techniciens nazis ont continué à développer des programmes technologiques, cette fois en se concentrant sur la production de nouveaux, ambitieux et, dans certains cas, armes extravagantes. Kammler a mystérieusement disparu à la fin de la guerre, donnant lieu à de nombreuses théories sur son sort. Certains pensent qu'il a été capturé par les Alliés et secrètement transféré aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. D'autres affirment qu'il a été exécuté ou qu'il s'est suicidé pour éviter d'être capturé. Le manque de preuves concluantes sur son sort a alimenté les spéculations, faisant de Kammler une figure presque mythique dans les récits de la Seconde Guerre mondiale. Son histoire représente l'un des chapitres les plus sombres et les plus énigmatiques de la Seconde Guerre mondiale. Le Fa-2 et le Me-262, le premier missile balistique à longue portée et le premier chasseur à réaction, respectivement, reflètent à la fois l'ingéniosité et le désespoir du régime nazi. Sous la direction de Kammler et le génie technique de Werner von Braun, les deux appareils, ainsi que beaucoup d'autres, sont devenus une réalité, mais à un coût humain incalculable. Des milliers de prisonniers de camps de concentration sont morts pendant leur construction, victimes des conditions de travail inhumaines dans les usines souterraines conçues par Kammler. Bien qu'il s'agisse de véritables innovations dans la technologie militaire, la Wunderwaffe n'a pas réussi à changer le cours de la guerre, principalement en raison de retards dans leur production et des problèmes logistiques auxquels l'Allemagne a été confrontée dans les dernières années du conflit. Dans de nombreux cas, les capacités de ces armes ont été exagérées pour maintenir l'enthousiasme de la population et des forces armées dans le cadre d'une campagne de propagande menée par Joseph Goebbels. Le rôle joué par l'organisation Todt, d'autre part, est un reflet clair du désespoir du régime nazi et de sa nécessité de canaliser toutes les ressources disponibles dans l'effort de guerre. Au début des années 1940, l'organisation, qui se consacrait auparavant à la construction de routes et de ponts, a été forcée de se concentrer sur le développement d'armes par le travail forcé. Son fondateur est également mort dans des circonstances extrêmement mystérieuses et son histoire, avec celle de Kammler, est l'une des plus énigmatiques de la Seconde Guerre mondiale. Le projet d'uranium, d'autre part, représentait l'effort du régime nazi pour développer une bombe atomique. Après la découverte de la fission nucléaire à Berlin en 1938, les tentatives de construction d'armes basées sur une réaction en chaîne nucléaire se sont multipliées.
et toutes les puissances mondiales se sont lancées dans des efforts pour y parvenir. L'Allemagne nazie n'a pas fait exception. Cependant, le projet a été entravé par plusieurs facteurs. Les coupes dans le financement dans le contexte de la crise économique causée par la guerre, les missions constantes de bombardement et d'espionnage par les forces alliées pour arrêter le programme, et la fuite des cerveaux qui s'est produite une fois que le parti nazi a commencé à interférer dans la vie de plusieurs scientifiques et techniciens qui possédaient les connaissances nécessaires pour le mener à bien. Malgré les rumeurs répandues à l'époque, le régime nazi était loin d'être en mesure de produire une bombe atomique similaire à celle que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Après la chute du régime nazi, les puissances victorieuses se sont précipitées pour recruter des scientifiques et capturer la technologie développée sous le Troisième Reich. L'opération Paperclip, menée par les États-Unis, et l'opération Ozoaviakim, menée par l'Union soviétique, sont des exemples de la façon dont les deux pays ont rivalisé férocement dans le contexte de la guerre froide pour acquérir les connaissances scientifiques et techniques allemandes et les utiliser pour développer leur propre programme de technologie de pointe. Non seulement ces opérations ont-elles permis d'amener des scientifiques nazis comme Werner von Braun aux États-Unis et en Union soviétique, où ils ont joué un rôle crucial dans la course à l'espace, mais elles ont également soulevé de profondes questions éthiques. Était-il justifiable, après tout, d'accorder l'asile et l'emploi à des personnes qui avaient collaboré avec un régime génocidaire en échange de leurs connaissances? Les progrès technologiques réalisés par les nazis ont finalement été cruciaux pour le développement technologique ultérieur, mais ils ont été réalisés à des sacrifices humains sans précédent. Parce que non seulement de ce qui s'est passé pendant la guerre, mais aussi de ce qui s'est passé par la suite, dans le contexte de la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique, l'histoire de Hans Kammler et de la Wunderwaffe reste l'un des chapitres les plus sombres et les plus mystérieux de la Seconde Guerre mondiale.